Je vais donc m'exprimer en anglais, alors je vous prie de m'excuser. Mon français n'est pas très bon, je dois dire, mais j'aimerais tout d'abord vous remercier tous d'être ici et d'avoir pris sur votre temps. Merci Marie-Hélène de m'avoir invité. Et c'est la deuxième fois que je participe à une de ces réunions ici à l'auditorium. La première fois, c'était il y a déjà quelques années. Eh bien, entrons directement dans le vif du sujet et passons aux images. Ce que je voudrais partager avec vous ce soir, plus qu'un manifeste, qu'une sorte d'agenda, c'est une sorte de processus d'évolution. Est-ce que vous pouvez m'entendre au fond? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, c'est un processus qui a évolué avec le temps sur un certain temps. C'est un processus qui se poursuit, il se découvre de façon continuelle avec des ajustements permanents. C'est une sorte de réalisation qui se produit en permanence. Je devrais dire que pour moi, c'est un moyen de m'exprimer. Je pourrais étudier les mathématiques, la musique, la littérature, la géographie, l'histoire, mais cette méthode, j'ai été formé pour être un architecte, donc j'utilise le moyen de l'architecture pour explorer l'auto-expression, l'autosuffisance dans une certaine mesure, et dans ce processus, cela me permet de comprendre tous les autres aspects que l'on appelle la vie. Donc c'est une sorte d'enquête ontologique qui utilise l'architecture en tant que moyen de média pour explorer tout cela. The first few slides that I'm going to share with you are just more about the idea of the landscape about an environment. Again, I'm using India as a background, but this I think is universal to everyone and to all of us at some point in time. Whether it's Europe, Western Europe, l'Europe occidentale, l'Amérique du Sud, l'Orient, c'est une situation qui existe. Ce sont des rapports, des relations qui existent au niveau universel. Donc ici, vous voyez la relation avec l'eau. Cette eau, ce sont un rituel, pas un rituel comme un dogme, quelque chose d'être dogmatique, mais plutôt quelque chose qui vient, quelque chose qui est lié à l'eau. Donc, pour voir un peu les choses en perspective, l'Inde est un pays de 4 milliards de 100 millions d'habitants. Et donc, plus de la moitié du pays, eh bien, ce que nous faisons en tant qu'architectes, c'est, disons, ce sont des choses qui sont faites par les personnes. Ce sont uniquement dans les grandes villes, Mumbai, Bangalore, Delhi, Calcutta, les grandes villes, à un certain moment où nous avons, dans une certaine mesure, une infrastructure qui a été établie lors des colonies. Mais néanmoins, les gens continuent à vivre, les gens vont chercher l'eau dans une petite rivière, ils vont à un puits ou dans des citernes. Voilà, c'est un petit peu ce mouvement, le va-et-vient, le flux et le reflux, un peu comme la mer. C'est-à-dire que l'on établit une relation. Et je vais parler de cette relation un peu avec le temps universel de Greenwich et les phases de la Lune. C'est-à-dire pour ici vous expliquer un peu quelle est l'ambiance que nous vivons dans l'espace ici. Un autre élément qui est très important pour moi aussi, c'est que nous passons par un processus. Enfin, je n'aimerais pas l'appeler simplement croissance économique. Il y a un changement, une évolution, quelque chose qui change en Inde. C'est une civilisation qui est très ancienne, 700 ans, bien plus ancienne que cela. Et l'intérêt réside réellement dans les aspects non pas de culture, mais cette idée, ce que nous comprenons comme étant la tradition vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la culture contemporaine, la vie contemporaine. Et les deux ne doivent pas s'opposer nécessairement l'un à l'autre, mais il doit y avoir cette possibilité de se retrouver, de se chevaucher. Et cela, c'est particulièrement important, en tout cas pour moi, parce que cela nous ouvre les possibilités, un certain nombre de possibilités. Alors, donc ici, à gauche, vous voyez cette diapositive, ou plus exactement cette image, montre cette idée d'une famille qui maintenant a une moto, parce que
pendant des générations, l'idée d'avoir un moyen de transport personnel était quelque chose d'impossible. Donc, on garde la moto à l'intérieur de la maison. Elle devient une sorte de meuble au sein même de la maison. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, c'est la construction de cette espèce de rampe que l'on voit ici. On ne sait pas très bien ce qui est apparu le premier, la rampe ou les escaliers. C'est-à-dire que tout se joint, se chevauche, il y a une sorte de déplacement du temps. Le déplacement est peut-être également de la compréhension pour savoir lequel des deux est apparu le premier. J'aimerais un peu également parler de cette idée du fait que nous vivons dans une culture qui a deux zones. En fait, le temps universel de Greenwich et puis les cycles de la Lune. Le temps universel de Greenwich a été créé avec également avec les colonies. Il y avait tout un aspect qui permettait de contrôler, établir le pouvoir. En revanche, les phases de la Lune, c'est une relation entre nous avec la Lune. C'est plus liquide, il y a plus de flux, c'est plus imprévisible. Donc, il y a ces deux aspects. Je crois que c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes venu en Inde ou en tout cas, allez-y, mais vous pourriez avoir posé une question et quelqu'un va hocher la tête. Cela pourrait être oui et non en même temps. Réponse, on dit oui et puis en même temps, on a cette espèce de hochement de la tête. Ça pourrait également être non. Et de la même façon, enfin, pour moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce oui et ce non, mais plus exactement ce mouvement, cette ambiguïté, cet espace qui existe entre les deux, qui permet d'ouvrir la négociation, la traduction, la discussion également. Enfin, voilà, j'en parlerai un peu plus. Et puis, ce que j'aimerais partager avec vous ici, c'est comment on peut comprendre comment le processus de création, de réalisation de l'architecture, de l'expression n'est pas purement strict dans un seul sens, donne des instructions, mais cela réside plutôt dans une sorte de négociation, de compréhension l'un de l'autre. Mais j'en parlerai plus tard. Ici, à droite, vous pouvez voir, c'est un rocher magnifique et vous voyez ces sortes de lignes qui sont en fait des tout petits trous qui ont été faits dans la roche, dans le rocher, des petits moyens, un peu d'autosuffisance. Ça se trouve dans le sud de l'Inde et tout a été fait à la main. C'est du granit, tout est du granit dans cette région, le sol, les portes, tout. Ce n'est pas le minimum, mais c'est plutôt l'idée de l'optimum, l'efficacité, la façon optimale, c'est-à-dire utiliser les ressources qui sont disponibles potentiellement et qui existent dans l'endroit. Donc voilà, ils cassent la roche ainsi, c'est-à-dire ils mettent des sortes de bâtons de graphite à l'intérieur, de pinces de graphite et ils les font exploser. Et ce qui fait, ça permet de couper la roche. Donc c'est très intéressant. Ici, on peut continuer à construire de cette façon. Les gens continuent à construire de cette façon qui est, disons, une méthode ancienne, ancestrale. Ici, ce sont des photos que j'aime bien, je dois dire. Ici, on peut comprendre plus comment nous, dans une certaine mesure, nous avends la tradition, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'aspect contemporain est bon ou mauvais, mais il y a toujours cette sorte de jugement sur ces aspects de la vie. Et ici, j'ai mis cette photo parce que je me suis arrêtée dans le nord de l'Inde il y a quelques années. Et il y a ces espèces de fourches très intéressantes qui ressemblent à une main, une sorte d'extension de la main, le prolongement de la main. Et donc, je me suis arrêtée pour les acheter. J'ai trouvé que c'était incroyable, regardez dans mes archives. Et je trouve que ce sont des objets magnifiques. Regardez comment ils sont faits. C'est tout à fait simple. Ici, il y a du cuir qui entoure l'ensemble. Et si l'on regarde la paume de la main, nous avons exactement le même genre de geste. Il y a les lignes qui apparaissent au fond comme la paume ici, comme sur la paume du main. Regardez, j'ai parlé avec ce monsieur à droite. Je lui ai demandé comment est-ce que vous pouvez vous habiller avec ce t-shirt jaune parce que vous voyez, tout le monde ici est habillé de façon beaucoup plus traditionnelle, comme on le voit. Et il m'a souri, il m'a dit, écoutez, on me l'a donné gratuitement. Donc, on ne peut pas vraiment s'opposer à cela. Et donc, je dis, mais qui vous l'a donné gratuitement? Alors, il m'a dit, vous savez, ce vendeur qui vient et qui nous donne
Pen, ses t-shirts, ses chemisettes, c'est un peu de la publicité. Bon, bien entendu, il est dans le Rajasthan, il fait très chaud, c'est facile à laver, c'est simple. Mais j'ai remarqué qu'en dessous, il avait une sorte de linge en coton qui était entouré, une sorte de pagne qui entourait ses jambes. Il était habillé très simplement. Donc, il mélangeait l'époque contemporaine et disons, une sorte de tradition avec le pagne de coton autour de lui. Et puis, j'ai continué à parler, je lui ai donné l'argent, et puis il a mis sa main dans son t-shirt, et j'ai dit, oh, wow, mais comment avez-vous fait cela? Il m'a regardé, il m'a dit, il a souri, écoutez, je suis rentrée à la maison, et puis ma femme l'a coupé. C'est très simple, comme un Lucio Fontana, vous voyez, hein, ici, ça fait un petit peu le même effet. Et donc, vous voyez ici, et donc, ici, elle a mis cette espèce elle a doublé avec du rose. C'était magnifique. Et pour moi, c'est une image particulièrement intéressante parce que ici, il n'y a pas de préjugés sur ce que l'on peut considérer qui entre dans leur culture ou dans toute culture. C'est-à-dire la façon dont ils absorbent plutôt, la capacité à trouver un espace dans cela. Parce que ce qui semblerait être un espace fermé est désormais ouvert avec ce geste de l'ouverture. C'est-à-dire on a ces deux civilisations qui coexistent. Ce n'est pas si différent qu'à la rampe sur les escaliers. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, qui s'est présenté le premier, la poche ou l'emblème sur le t-shirt. On ne sait pas très bien. C'est un peu cette idée d'un manque de préjugés, manque de jugement qui permet que ces possibilités existent. Et ici, ce que je dis, c'est qu'est-ce qui a motivé cette créativité? Qu'est-ce qui motive la créativité? Et cette idée-là qui existe, comment est-elle née? Peut-être, ça se trouve vraiment au fond de notre ventre et pas vraiment dans notre tête. Mais c'est une conversation que nous pourrions avoir. Née cette créativité. Voilà, et en suivant dans la même ligne, en disant qu'il y a une motivation qui explique à partir de quoi nous travaillons. C'est un ami qui est un maçon suisse extraordinaire qui fait des travaux magnifiques. Il m'a rendu visite depuis la Suisse. Il était à nouveau au Rajasthan. Il a voyagé. Il est revenu 2 semaines après. Il m'a montré cette photo. Il m'a dit, Bijoy, devine ce que c'est ça. Et je dis, mais finalement, je ne sais pas, peut-être une antenne, peut-être est-ce fait de bambou, quelque chose pour sécher le linge. Je ne savais pas. Donc, et finalement, j'ai donné ma langue. Il m'a dit qu'il me dirait plus tard ce que c'était. Donc, j'ai dit, bon, allons donc à l'atelier. Peut-être que quelqu'un qui vient de cette région devinera ce que c'est exactement. Donc, je le montre à la première personne qui dit, non, je ne sais pas, parce que c'est une zone d'où a été prise cette photo, vient du sud. C'est sec, mais il y a un grand lac. Et ce garçon le regarde 30 secondes, 1 minute, il hoche la tête en essayant d'imaginer ce que c'est toute l'histoire de oui, non, n'est-ce pas? Il ne savait pas très bien. Et puis il s'est dit, bon, il m'a répondu, donc c'est un arbre pour que les oiseaux puissent se poser. Je me suis dit, ah bon? Bon, voilà. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un accident, c'est juste le hasard. Et donc, nous nous approchons d'une autre personne qui n'a pas entendu la conversation. Je lui montre la photo. On la pose sur la table, 30 minutes plus tard, exactement la même réponse. Exactement la même réponse. Voilà, c'est une sorte d'arbre pour que les oiseaux puissent se poser. Donc, c'est un arbre pour que les oiseaux s'asseyent. Ce n'est pas un arbre, et cette capacité à reconnaître cela, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, c'est au fond du ventre. Parce que ce qui est particulier ici, c'est que les soirs, les oiseaux se réunissent, il n'y a pas d'arbre, il y a de l'eau, et donc cela, à la fraîche, ils viennent pour boire, et même pour les personnes qui sont là, ils utilisent également les toits des maisons pour s'installer, pour se reposer. Et donc, ils ont ces sortes de constructions incroyables. Ils ont coupé le bambou en deux et ils mettent cette espèce de grille. Et il y a tout un ensemble d'oiseaux, des perruches, des merles, tous les oiseaux de la région qui viennent s'abreuver, qui viennent se désaltérer, et ils s'installent sur ces structures comme si c'était des arbres. Et les personnes, ils ont ces lits à quatre pieds qui s'appellent charpais, et ils ont créé cela. Cela imite presque la nature. C'est-à-dire, c'est ce rapport.
cet arbre pour que les oiseaux se reposent, pour que les oiseaux se posent. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'environnement. On se développe ici, on crée une sorte de relation tout à fait particulière. Voilà, c'est une question que je vous soumets à tous. À partir de quoi crée-t-on? Ici, c'est notre studio, c'est notre espace, c'est un espace complètement ouvert. Ici, vous voyez des maquettes, toutes sortes de constructions en plâtre, en bois, en ciment. Il n'y a pas de matériaux spécifiques parfois. Il y avait 200 charpentiers à un moment donné, maintenant nous n'en avons aucun. Donc c'est un processus d'évolution continuelle. Nous travaillons désormais avec des briques. Il ne s'agit pas du matériau en soi, on a des matériaux qui sont disponibles et il faut continuer à faire quelque chose avec cela. Il ne s'agit pas d'aller à la recherche de quelque chose, mais plutôt que les choses arrivent à vous, trouver les ressources. Parce que je pense que ce qui est important, en tout cas, ce qui me concerne, ce ne sont pas les limites, ce ne sont pas les limitations que l'on peut avoir, mais plutôt trouver une façon d'exprimer ou trouver un moyen d'expression avec ce que l'on a à sa disposition ou avec ce que la nature vous offre. C'est-à-dire trouver dans ce processus la réalisation des différentes possibilités. Et pour moi, c'est la motivation principale, sans tenir compte des matériaux. Je suis fascinée ou nostalgique des matériaux. Non, c'est simplement ce que j'ai à disposition et ce qu'on peut en faire avec. Donc voilà, c'est donc notre studio. Vous voyez, c'est un système avec des prototypes qui évoluent rapidement. Et ici, bientôt, je vais avoir des imprimantes en 3D dans le centre pour pouvoir visualiser les choses un peu mieux, mais je ne dis pas que que tout ce qui est fait à la main ou le travail fait à la main est la seule façon de travailler. Au moment où je l'ai fait, c'était la seule possibilité parce que nous n'avions pas d'électricité pendant toute la journée. Que fait-on quand on n'a pas d'électricité toute la journée? Il faut travailler avec d'autres ressources, en fait. Donc, ça nous a permis de continuer ce processus de travail en permanence, en inventant. Ici, vous voyez, ce sont des dessins. Nous avons un grand sens de l'imitation. Vous pouvez être, par exemple, à un arrêt de bus ou être face à un paysage dans un espace public. Vous ouvrez un petit carnet, vous faites des petits croquis. Voilà, c'est l'idée de revenir au temps universel de Greenwich et celle des phases de la Lune. Il y a deux types de vacances chez nous. Nous avons les vacances du temps universel et puis nous avons les vacances du cycle lunaire, c'est-à-dire il y a une abondance de temps et il y a toujours des personnes qui s'arrêtent, qui prennent leur temps. Il y a une sorte de qualité de vie, qu'on pourrait dire ici. C'est pas simplement que les gens sont au chômage ou qu'il y a moins de travail, c'est simplement une façon d'être. Revenons un peu à ces dessins, ces croquis. Donc, j'ai toujours dessiné avec un bic rouge en raison de la qualité de l'encre rouge de ce bic. Donc, très rapidement, j'ai vu que les charpentiers, les gens qui travaillaient, utilisaient le même bic. Ils ont commencé à faire des dessins en imitant le type de dessin que je faisais pour être capable de communiquer avec moi. Donc, voyez, toutes ces... Je veux dire, bon, est-ce que vous avez vu les images avant? Celles-ci que vous voyez maintenant, ce sont des instruments de communication. C'est comme lorsque l'on écrit de la musique, ce sont des notes que l'on écrit sur une feuille de papier. Et lorsqu'on les voit et qu'on sait lire la musique, les notes suggèrent des sons. Eh bien, c'est exactement de la même façon avec certains modèles, des matériaux, des couleurs, des dessins, des croquis. Ce sont des éléments qui suggèrent des constructions de l'espace, des abstractions de l'espace. Donc, voilà, nous avons développé cette technique en imitant. On pourrait, par exemple, être assis à l'arrêt du bus, sortir un cahier de croquis, et puis tout d'un coup, il y a des tas de personnes qui vous entourent, qui commencent à vous regarder, et puis s'éloignent, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc, on n'a pas le sens de privauté, d'espace public. Quand on parle à 1,2 milliard de personnes, cela fait énormément, vous pouvez imaginer. Donc ici, bon, j'étais avec mon bloc de croquis, et puis voilà, on continue à dessiner, on est là à l'arrêt du bus, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et vous dit « Ah, mais vous avez oublié de dessiner ci, et puis vous avez dessiné ça, et pourquoi vous ne mettez pas ça ?» Donc c'est toujours cette idée du sens de la curiosité. Comment chaque individu a une perspective différente, un point de vue différent.
différentes et qui considèrent que tout devrait être inclus. Je ne dis pas qu'il faudrait tout être intégré, je dis que c'est simplement un potentiel ici. Voilà, et moi je veux dire, bon, ça c'est mon espace privé, cela ne vous concerne pas, il n'y a pas qu'une seule façon de le regarder, mais en tout cas, pour moi, peut-être votre regard m'apporte quelque chose que je ne vois pas. Soit je l'accepte, je l'absorbe, mais il y a du potentiel en ça. Il y a donc cette idée d'être ouvert au dialogue dont je parlais plus tôt avec la première image, cette idée d'un dialogue face à face, un à un. Et donc, ici, donc, voyez, ici, toutes les différentes façons dont nous pouvons le faire. Ici, nous avons une élévation très rapide que nous avons fait très rapidement en 2 jours, qui est différente au dessin, c'est-à-dire dans le studio, les gens savent quoi faire. Parfois, on a des grandes feuilles de papier, on essaye de dessiner. Bon, c'est plus compliqué. Mais ce qui est plus intéressant ici pour moi, c'est le fait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent participer et engager une conversation en même temps. Ce n'est pas tellement destiné aux clients ou pour moi, ou disons que tout l'objectif qui est derrière ceci, derrière ces éléments, ça permet de garder un moyen de conversation, d'échange qui soit transparent, qui soit clair, de façon à ce qu'un large groupe de personnes puissent participer, comprendre physiquement l'aspect des choses qui est différent du dessin, parce que le dessin, parfois, ce n'est pas tellement compréhensible pour tous. Par exemple, si vous me présentez une feuille avec une portée et des notes dessus, je ne le comprendrai pas, je n'entendrai pas le son, bien entendu. Donc, j'ai pensé que nous avons trouvé que c'était les meilleures méthodes, les meilleures façons de pouvoir communiquer avec ces objets visuels. Ici, les instruments, les outils. Ce sont des outils, comme vous voyez. Là, une fois de plus, nous ne sommes pas limités par un système, nous ne sommes pas limités par ce qui est nécessairement produit ici, par exemple, par des entreprises. Nous avons la capacité de réaliser nos propres instruments, nos propres outils. Par exemple, au cours de la Renaissance, entre les Giotto, tous les grands peintres, chacun avait ses propres couleurs, ses propres teintes. Le rouge, ce n'était pas le même rouge qu'utilisaient tous, n'est-ce pas? Alors moi je dis, c'est exactement une possibilité qui existe pour nous. Et nous ne sommes pas liés par un système qui est dicté par le temps universel de Greenwich, par exemple. Non, je ne dis pas qu'on doit résister nécessairement à cela, mais on peut intégrer cela et créer des modifications dont on s'approprie. Donc pour moi, à nouveau, c'est cette espèce de combinaison, de voir comment on évolue, comment on crée des ponts entre deux époques. J'utilise le temps comme une sorte de méthode, un système, c'est-à-dire le contrôle et l'absence de contrôle, ou peut-être le chaos, mais le chaos vu de façon constructive. Mais si l'on revient encore à la culture indienne, si l'on retire le chaos, et dans ce cas-là, eh bien, la culture en elle-même va imploser. Je crois que la seule façon pour moi de continuer, c'est ce qui nous permet, que les choses continuent de bouger, de changer, c'est cette évolution, c'est cette sorte de chaos. Et je crois beaucoup de personnes en ont peur, le craignent parfois, parce que cela crée une telle imprévisibilité qu'il y a beaucoup de différences. Je ne dis pas que je suis en train de dire, bon, mais c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est là la bonne manière. Non, je dis que c'est un potentiel lorsque l'on regarde toute cette masse, cette densité, cette diversité qui existe. Si j'applique cela et que je le considère à une échelle beaucoup plus grande, comme un ensemble, il peut y avoir cette idée de voir comment nous pouvons négocier le temps et l'espace. Ici, j'utilise l'Inde ou le lieu où je travaille comme une espèce de toile de fond de ma recherche pour exprimer un point de vue beaucoup plus vaste. Donc, quoi qu'il en soit, et voilà, ce sont des instruments, des outils très simples, très simples. J'aime particulièrement cette diapositive parce qu'ici, il y a des postures et l'architecture. Ici, ça soulève la question de savoir, voyons, comment, ici, est-ce que ce n'est pas la méthode que nous adoptons qui font la créativité? Ce ne sont pas tellement les matériaux qui existent, pas tellement les processus qui existent, c'est simplement l'attitude, la position que nous prenons, et si l'on change, on va peut-être perdre la capacité à le faire. Donc ici, cela soulève cette question, savoir les postures et l'architecture. Je le vois
partir de l'expérience, nous avons dû faire l'installation d'une sorte d'un sol noir avec la chaux et le pigment noir ici. Nous leur avons demandé, ils sont revenus le lendemain avec un bidon et qui avait la couleur. Nous avons dit oui, c'est ça, mais c'est pas exactement ça. Et comment est-ce que nous allons faire cela? Donc nous étions un groupe de 7 ou 8 personnes de notre cabinet. Il y avait un charpentier, un maçon, un jeune architecte des États-Unis et moi-même notamment. Et nous avons dit, bon, écoutez, nous allons essayer de le faire parce que nous avons vu comment il le faisait dans le studio. L'idée, c'était un peu d'imiter l'observation et imaginer comment les choses sont faites. Il y a un film magnifique de Tarkovsky qui parle de cette idée de l'observation. C'est pas exactement ça, mais c'est l'idée, comment copier. Donc, cela nous a exigé donc de nous asseoir, de nous accroupir pendant des heures et de peindre le sol. J'ai essayé de le faire et en 2 minutes, j'ai dû me lever. Le jeune architecte américain pouvaient s'accroupir comme ça. Mais les seuls qui étaient capables de le faire, c'étaient les locaux qui étaient accroupis. C'est-à-dire, vous voyez, la proximité entre ce qui est en train d'être créé et la personne qui le fait. Ici, il y a l'espace entre, comme vous pouvez le voir ici. Il y a toujours une sorte d'espace entre. Ici, vous voyez, tout ensemble. Ce sont les pieds qu'on utilise, qu'on utilise comme des espèces de pinces. Voilà l'espace ici. On pourrait utiliser cette idée pour une machine parce que la seule chose que fait une machine, c'est créer une distance, un fossé plus profond. L'idée, c'est de voir comment on peut négocier ce grand fossé. Ce n'est pas le fait que la machine prenne la place ou le contraire, mais plutôt comprendre comment s'établit cet espace entre la machine et soi-même. Et pour moi, c'est assez intéressant, n'est-ce pas, ce phénomène, l'idée des postures, des positions qui deviennent importantes dans tout ce processus de création, de réalisation. Donc, je vais vous montrer quelques-uns de nos projets. Ici, c'est un projet en dehors de Mumbai, un peu plus au sud. Nous avons trouvé ce trou dans la terre et il y avait de l'eau douce très proche de la mer. C'était devenu un peu la base du projet. Un projet a été créé autour de cette idée singulière. Ici, pour moi, l'intérêt, c'est qu'à chaque endroit, sur chaque projet, il faut toujours trouver un point d'ancrage que j'appelle un espace profond. C'est ce que j'appelle l'espace profond qui va perdurer avec le temps. L'idée du temps qui n'est pas limité au temps de notre vie, le temps où je suis né et le temps où je vais mourir. C'est-à-dire que cela dépasse ce point dans la vie. Peut-on aller dans ce point de l'espace qui va au-delà de l'espace de notre vie? Donc, tout le travail consiste à voir ce point qui va au-delà de mon temps physique. Je ne vais pas dire que je le comprends naturellement, mais disons que je suis un peu formatée pour le comprendre, c'est-à-dire j'ai une compréhension innée qui dépasserait largement ma compréhension de mon temps naturel. Donc voilà, ce sont les consultants. Vous voyez, c'est un constructeur, il a passé sa vie à partir de l'expérience, de l'expérimentation à construire. Donc nous avons cette idée, les gestes de la main, cet échange, ces palabres. C'est à partir de là que commence la construction. Il y a une évolution dans la construction qui découle à partir de ça. Ça, c'est toute la communauté qui se réunit, mais c'est une maison privée, mais toute la communauté vient se joindre parce que chacun sait qu'ils habitent tous tout près. Ils sont liés, ils sont conscients de l'importance de l'eau, dans quelle mesure elle est importante pour la vie dans tous les sens. Et donc, ils participent, même si la construction est destinée à quelqu'un d'autre. Donc, voilà l'élévation, en fait, la coupe transversale. Vous voyez les différentes sections. Le monsieur que vous avez vu plus ancien avant, et qui était là et qui depuis est mort. Il y avait une sorte de point au centre de la construction qui était très important. C'était quelques centimètres, 10 mm sur 30 mm. Et c'était de là d'où venait toute l'eau, d'où affleurait toute l'eau douce. Donc, vous voyez, l'espace qui est une sorte de nombril, de cœur, de fondement, de fondation du projet. C'est un centre imaginaire que l'on pourrait appeler. Et c'est une
photo qui a été prise pendant la période de la mousson. Vous voyez les autres photos. Ici, en été, vous voyez cette ligne ici un peu humide. Et ça, c'est vraiment lorsque la marée était haute, parce que nous sommes arrivés quelques heures après et nous avons pris cette photo. Et là, je reconnais qu'effectivement, cette idée d'intérieur-extérieur, extérieur-intérieur. C'est assez intéressant parce que on peut se trouver à 30 mètres du rivage, mais dans l'espace, la présence de la mer, la présence ou la conscience de la mer est encore plus grande que lorsqu'on est sur le site même. Et le fait que l'architecture, pour moi, ne dépend qu'essentiellement de ce site, parce que nous donnons une telle priorité à notre regard, à nos yeux, finalement. Et c'est un moment où je me suis rendu compte que les autres sens, le son, l'odorat, l'ouïe, l'odorat, le toucher, ce sont d'autres façons de pouvoir comprendre l'architecture. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est toujours cette idée de flux et de reflux, en reparlant du soleil et de la lune. Donc ici, c'est une sorte de conteneur qui, à chaque instant où l'on voit, est en flux-reflux, c'est-à-dire ce n'est pas statique, il est en mouvement permanent. Si vous me demandez comment je l'ai conçu, je l'ai imaginé, non, c'est simplement une perception que j'ai eue ça. Je n'étais même pas conscient de ce type de perception. En fait, ce n'est qu'en réalisant cela que nous y avons répondu. Mais une fois de plus, lorsque je parle du flux et du reflux, en Inde, par exemple, pendant les mois de la mousson, on peut faire ce qu'on veut, payer 3 fois le prix, mais les gens retourneront à leur village, à leur ville, parce qu'ils vont aller travailler dans les champs, parce que nous sommes une culture agricole, même si toute notre culture a évolué à travers l'agriculture. C'est assez intéressant, cette idée du flux et du reflux, de la marée haute et basse, et comment on peut lier ça à la construction. Lorsque nous travaillons, en tout cas moi, je sais que si on travaille en respectant ce cycle du temps, c'est-à-dire avec le flux et le reflus, avec les cycles lunaires, les cycles solaires, ça représente beaucoup de vacances. Il y a tout un groupe de personnes et qu'on considère tout cet ensemble. On développe un processus de construction qui est lié à cela. C'est-à-dire qu'au cours d'un certain temps, j'ai dû faire évoluer la façon dont notre studio travaillait pour suivre cette espèce de flux et de reflux, de marée haute et de marée basse. Voilà le plan. Vous voyez l'espace. Ici, c'est exactement le même espace. Et toute l'eau qui tombe sur le toit retombe dans cette espèce d'espace central. Et pour moi, c'est évidemment l'idée que l'eau doit être durable. Ce n'est pas simplement les plantes, l'eau, ce sont les champs, ce sont ces espaces profonds qui nous avons ce genius locio, cet autre lieu auquel nous participons tous. Donc c'est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, tout cela va disparaître, mais en tout cas, cela va rester. Donc dans une certaine mesure, cela permet d'avoir une autre civilisation, une autre génération qui vont pouvoir s'en approprier, parce que la source de vie existe ici. Les plantes, l'empreinte peuvent changer, mais ce qui reste, c'est ce corps à l'intérieur qui génère ou qui est générateur de vie autour et à l'intérieur de l'espace. Ici, nous avons un projet dans l'Himalaya. Voilà le site. C'est à 8 heures de route de Delhi par train, et puis ensuite, il faut conduire pendant 8 heures. C'est à environ 3200 mètres d'altitude. Il faut marcher. C'est une marche de 2 heures. Il va falloir marcher ici pour parvenir au site. C'est vraiment l'aspect intéressant de ce projet particulier. Voilà, il y avait 4 structures très intéressantes. C'est un peu un refuge pour ceux qui viennent marcher ici. C'est une sorte de petite retraite, un lieu de repos. Cela permet aux gens de se reposer avant de monter plus haut dans l'Himalaya. On peut y passer 2-3 jours si l'on veut, mais c'est un point de retour en tout cas. Et donc voilà l'espace commun public. C'est une sorte de pièce à vivre, de salle à manger et de cuisine. Donc l'idée, c'est que
Le site devait perdurer 10 ans, maintenant c'est 15 ans, et les agriculteurs voulaient continuer leur culture ici, donc il n'y avait rien de permanent, rien de concret ici. Donc ça, c'est un peu l'idée de base à partir de laquelle a évolué ce projet. Donc ici, toute l'unité des mesures, parce que vous pouvez voir ici, c'est le client, la personne que l'on voit ici, c'est le propriétaire du site, et il participe également à la réalisation du projet. Donc ici, toute l'unité des mesures est basée sur des choses comme ça, ou là. Vous pouvez même voir que disons, c'est un peu moitié-moitié. C'est quelque chose que l'on partage. Voilà, la proximité des matériaux. Ils sont ramassés sur place, malheureusement. Voilà, les différentes images. Là, la vidéo ne marche pas, mais ça fait rien. On peut imaginer, non, ce que ça peut, quel peut être comment cela se présente. Voilà, c'est là où on trouve les matériaux ici, et on les utilise. Bien entendu, c'est en été, juste avant la mousson. Tout ce projet a été réalisé pendant une saison, c'est-à-dire à partir de la fin d'une mousson jusqu'à la mousson suivante. Donc en suivant cette espèce de sentier, vous voyez, c'est ce qui est local ici, c'est ce qui est venu ici de la plaine. C'est là où on a pris les pierres et à gauche, on peut voir la structure telle qu'elle est construite. Enfin, c'est la proximité. Les gens le savent, ils le connaissent, c'est-à-dire ils connaissent parfaitement les dimensions et ils connaissent les dimensions des structures. Donc, les structures étaient faites de cette dimension-là et nous sommes venus au milieu de tout cela. Nous nous sommes, disons, greffés sur cette infrastructure. Pour moi, c'est une image qui est très importante. Il y a cette idée du temps, du déplacement du temps. Est-ce que cela a été fait avant? Est-ce que cela vient d'être fait maintenant? On ne le saura jamais parce que l'on se trouve dans des situations qui sont très habituelles dans cette région. Mais ici, ces murs qui retiennent un peu les murs avec les champs, qui retiennent les champs et pour retenir également les glissements de terrain. Donc, ce sont des structures qui sont très communes ici. Elles ont été construites par les personnes locales. Et regardez ici. Voilà. Tout cela peut être retiré et l'agriculture peut se poursuivre. Les pierres peuvent être absorbées par la terre, par les personnes, par les montagnes. Et c'est cette juxtaposition de ce rapport, de cette relation qui revient à cet homme au T-shirt ou l'idée de la rampe au milieu des escaliers. C'est ainsi que l'on peut manifester que nous faisons ce que nous faisons. Ici, c'est le paysage local de cette région, dans le sud, au sud de Mumbai. C'est là où j'ai mon étude, mon cabinet à Alibag. C'est un peu l'architecture. C'est une plantation qui a environ une centaine d'années. C'est de la forêt tropicale humide. Nous avons, évidemment, il y a eu des plantations de cocotiers, de poivriers, de cannelle. Ce sont des choses qui sont très classiques ici, des cultures commerciales que l'on avait ici et qui poussent maintenant l'état sauvage. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il y avait déjà une sorte de toit, une sorte de pilotis, de colonnade, comme vous voyez ici, qui crée une sorte de structure. Et donc, pour ce client, un client qui est un écrivain, je vais peut-être vous expliquer ça
dans les diapositives suivantes. Voilà, donc ce sont les dessins à partir desquels nous travaillons. Ce sont les documents. C'est un modèle, comme vous pouvez voir. Et là, vous pouvez voir exactement comment cela va se présenter. Vous voyez qu'il y a une sorte de structure ici qui est un peu à l'arrière. Et ici, les arbres qui sont très minces, très élancés. Certains ne portent même plus de fruits, donc on peut les couper, en planter de nouveaux qui poussent assez vite. Mais nous les avons utilisés pour essayer de comprendre cette zone, cette cocoterie qui était un peu chaotique. Vous voyez, essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait des études, des interprétations sur le terrain. C'est pas simplement de mesurer, regarder de quoi il est fait, c'est comprendre à quoi correspondent ces mesures. Nous avons été capables de rendre compte qu'il y avait une sorte de système dans ces plantations et chaque arbre avait une sorte de relation vis-à-vis de l'autre. Et nous sommes partis de cela. Et donc, à la fin, c'est un peu comme on apprend à connaître quelqu'un quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est impossible de la connaître à fond. Parfois, ça peut arriver, mais rarement, c'est toujours le cas. Donc, c'est la même chose ici. On y va, on revient, les choses se découvrent petit à petit, les personnalités se dévoilent. C'est un peu cette idée de l'enquête, de l'étude que l'on fait. La même chose lorsque l'on rencontre un ami, un partenaire, les amis, la famille. On essaye de développer cette relation. Et cette relation également enracinée dans notre imagination parce que on n'a pas toujours la capacité de pouvoir se rendre sur un site et imaginer construire des scénarios. En tout cas, ce sont les différents moyens que j'appelle cette façon d'étudier, d'enquêter, d'analyser, d'approfondir. Pas simplement dans le sens du contrôle, mais plutôt pour développer une relation, une compréhension ou prendre en considération la façon dont on peut participer. Ici, ce plan vient de l'espace qui était là avant les arbres. Il ne s'agissait pas tant que ça de protéger les arbres, mais ils nous ont offert une possibilité. Nous avons trouvé un système qui est, disons, enraciné, c'est-à-dire ce sont des cloisons qui sont en contreplaqué, qui étaient ici, qui avaient des dimensions qui étaient équanimes, c'est-à-dire égales, qui dans une certaine mesure neutralise la dimension entre les arbres. Et au fur et à mesure, nous avons utilisé 3 plaques de contreplaqué pour pouvoir développer la maison autour de ça. Et là encore, vous avez l'idée des objets, de réalisation. Ici, à ce moment-là, nous avons cessé de faire trop de dessins parce que c'était très difficile pour les ouvriers de pouvoir comprendre nos dessins. Donc, nous faisions ces modèles, ces maquettes, ces croquis, ces matériaux. Et nous avons élaboré. Quand ils sont partis construire le projet, le réaliser, ils le connaissaient, ils l'avaient intériorisé. Ils pouvaient comprendre beaucoup mieux comment évoluer cette construction avec différents principes, certaines étapes qui avaient été établies sur plan ou sur les objets qui leur a permis de retourner à leur cadre de travail. Donc voilà, je vais vous montrer cette idée, vous voyez, tridimensionnelle, de ce point à ce point-ci. Ce sont donc les 3 feuilles de contreplaqué. Voilà, c'est intéressant de voir ce que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur, parce que j'ai eu la chance de pouvoir demeurer dans cette maison une fois qu'elle a été terminée, et j'ai été dans une des chambres au fond. En fait, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur lorsqu'on a fermé toute la maison. Et j'étais très intéressée par la lumière de la lune, les raies de lune qui apparaissaient à travers là. Et vous voyez ici, l'air à l'extérieur, lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on ferme tout, l'air, les bruits que l'on entend à l'extérieur, et on les perçoit exactement de la même façon à l'intérieur. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est en dehors, à l'intérieur, ou est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que nous avons tous ces problèmes visuels, cette idée de connexion de l'intérieur à l'extérieur. Mais on avait retiré le visuel. Il n'y a plus de visuel de l'extérieur. Par conséquent, dans une certaine mesure, il s'introduit à l'intérieur. Donc la qualité des sons que l'on expérimente externellement à l'extérieur est exactement la même que celle que l'on expérimente à l'intérieur. Donc c'est une question que l'on peut se poser à soi-même. Qu'y a-t-il
passe-t-il à l'intérieur de nous en tant qu'espace et que cette expression qui est faite à l'extérieur, que ce soit dans les villes, dans des grandes villes, dans des villages, c'est une sorte d'expression de notre monde intérieur et vice-versa. Et le monde extérieur peut également être une façon d'influencer le monde à l'intérieur, c'est-à-dire intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, avec une sorte de résonance, de façon que dans cette résonance se crée l'espace. Il y a un va-et-vient, un flux, un reflux. Là encore, j'ai découvert cela avec le temps, n'est-ce pas? Je n'ai pas forcément pensé à cela, mais c'est quelque chose que j'aimerais... Vous savez, quand j'ai parlé de la motivation, de l'architecture, qu'est-ce qui nous pousse à créer? Voilà, il y a quelque chose d'intuitif. Très souvent, c'est exaltant, mais parfois, nous le craignons énormément. Et pour moi, dans cet exercice, dans ce travail, il ne s'agit pas simplement de surmonter les craintes, la peur, mais plus exactement de lui permettre d'exister, d'être là, mais de ne pas dominer, c'est-à-dire permettre que cet aspect qui fait que l'on n'ait pas confiance dans son intuition, c'est-à-dire tous ces moyens de représentation permettent l'intuition conceptuelle, c'est-à-dire tous ceux qui sommes assis ici dans cette salle, c'est fondamentalement un concept. Nous avons été conçus comme une idée lorsque l'homme et la femme se sont rencontrés, vos parents. C'est-à-dire que vous existiez déjà comme idée avant d'être physiquement dans ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous comprenez cette idée, c'est comme une sorte de graine, cette idée d'avoir la foi, la certitude dans cette graine, avec les ressources et les moyens de permettre de rester dans ce discours, dans ce discours. Nous sommes tous sceptiques parce que, bien entendu, c'est inhérent à l'homme d'être sceptique, des doutes, et qui nous permet de tirer le meilleur de nous-mêmes. Et donc, tout ce dialogue, je partage cela avec vous parce que ce que j'ai fait, en tout cas moi personnellement, c'est un voyage personnel. J'ai essayé de rester avec cette conviction, cette idée que l'imagination, l'intuition, ce premier éclair, n'est-ce pas, de Dieu. Et lorsqu'on a ce premier éclair, toutes les forces qui vous entourent vont travailler en sorte de refermer cet espace. C'est le problème de la gravité avec Marie-Hélène. Nous en parlions même cet après-midi. C'est-à-dire qu'il y a une force égalitaire, équanime, qu'il n'y a aucune préférence, sans aucun jugement, préjugé, qui puissent se rencontrer dans un lieu du monde, quelle que soit la couleur. C'est la gravité. C'est une force absolument égale. Cela dépend de comment on veut la regarder. En nous ou avec nous. Savoir comment on va négocier la gravité, savoir que nous sommes tous nous sommes assis, debout, en train d'écouter, de dormir. Ce n'est pas en opposition. Nous travaillons avec cette idée de la gravité. Je dis que cette idée de l'intuition, que la gravité s'exerce, comment est-ce qu'on négocie cela? Je partage ceci avec vous simplement plus dans la perspective de l'espace de la découverte, de la curiosité, cette certitude ou cette croyance que les choses vont s'ouvrir. Est-ce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti ou est-ce que je respecte le temps? J'ai perdu l'espace. J'ai encore 15 minutes? C'est parfait. C'est un projet pour le Victoria et Albert Museum. C'était un petit concours. L'idée était de créer un petit espace. On nous a donné une sorte de brève, un espace d'études, un espace pour les familles. On pouvait choisir une possibilité ou autant que nous voulions. Et nous avons décidé de présenter une situation, un espace de constriction qui a été imaginé comme un espace contraint. Toutes ces choses pouvaient exister ou coexister dans un système de priorité. Donc voilà le site, voilà l'accès au site ici, voilà c'est à peine large de quelques mètres, et voilà, c'est entre les murs de limite. Mumbai est une ville
plusieurs millions de personnes, de 22 millions de personnes. Si l'on regarde le plan de Mumbai, on n'a pas l'impression que les choses sont liées. On ne sait pas si les choses devraient être là ou pas être là. Enfin bon, oui, bien entendu, on manque d'une infrastructure parce qu'à partir du moment où il y a une infrastructure, tout est légalisé. Voilà pourquoi on doit rester dans cette zone un peu ambiguë et chacun négocie cela à sa façon. Mais pour moi, pour nous, ce qui était important, c'était de le considérer avec le regard du scientifique. Lorsqu'il regarde avec un microscope dans un laboratoire, on ne peut pas avoir un jugement, on ne peut pas avoir un précédent émotionnel comme j'aime ou je n'aime pas. Il faut regarder les choses comme des observateurs. Et là, nous observions l'espace, un espace particulier, comment négocier cet espace extrêmement restreint. Donc ici, je vous montre, ça c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'espace public, là, l'espace privé. Vous voyez juste cette petite dépression de 50 mm et ça continue ainsi. C'est comme une espèce de voie ferrée, les uns derrière les autres, et on traverse cet espace, cette pièce à vivre personnelle. Voilà, c'est de la culture contemporaine au sens vrai, avec cette idée de l'ouverture. Comment négocie-t-on l'espace privé, public? Oui, on pourrait en discuter plus d'un point de vue qui est bien ou mal, devrait-on l'avoir, ne pas l'avoir, mais ça c'est une autre discussion, c'est une autre conversation qu'on pourrait. Ici, nous voyons surtout le potentiel qu'offre cet espace, comment il s'organise autour de l'arbre, parce que je suis sûre que les choses sont exactement la même chose en France, c'est-à-dire que les espaces sont limités par les lieux où sont plantés les arbres, qui avec le temps grandissent. Et bien entendu, alors quelqu'un peut décider de construire un mur le long d'un arbre, et ce qui va maintenir les autres à l'extérieur. Et donc, avec la construction du mur, on peut se retrouver complètement à l'extérieur. Donc ici, c'est une sorte d'ancrage pour ces personnes. Cet arbre leur permet de vivre, d'être à l'intérieur. Donc, vous voyez cet rapport, nous avons parlé de l'eau au début de la présentation, une sorte de relation qui existe, une relation centrale. Et voilà un site. Nous avons présenté cet objet ici, à Mumbai, dans cet espace qui avait les répliques, les copies du David de Michel-Ange, etc. Enfin, dans un espace, tout ça en plâtre, bien entendu. Ce n'était pas spécifique, il y avait différentes étapes de l'évolution de notre culture. Donc, nous avons présenté Mumbai comme une sorte de manche, de tranchée ici, de tranche qui apparaît ici. On n'utilise pas vraiment l'espace en plâtre, comme je vous l'ai montré ici. Ils sont temporels. Ils ont été là depuis, ils sont là depuis 60 ans. Ils sont temporels. Ils existent visuellement, mais également, ils peuvent ne pas être là en fonction de ce qu'ils font ou ne font pas. Mais bon, donc voilà le site où nous avons décidé de placer cet objet. Et là, vous voyez ces marques, c'est fondamentalement Mumbai en construction. Ce sont des barres de relief, des bas-reliefs, comme vous pouvez voir ici. Ici, une sorte de construction, vous voyez ici. Je vais un peu vite, dit Monsieur Jain pour les interprètes, mais on essaye de suivre. Ici, vous avez l'espace et encore une fois, l'idée, c'était que lorsque nous faisions notre documentation, nous étions en train de mesurer la qualité à travers l'espace et la lumière qui donnait aux participants ou à la personne qui voyait la chose une sorte de simulation de l'espace réel, ainsi que la qualité de cet espace réel. Donc, on prenait cet objet qui existait et c'était juste une idée de la perception. Ça n'avait rien à voir avec l'infrastructure en tant que telle. Là, vous avez le bas-relief, encore une fois, vous avez Mumbai en construction et on a frappé avec un instrument pointu pour donner ces petits trous. Et ceci, j'ai toujours connu Mumbai avec ces petits trous dans les murs.
Encore une fois, une construction à Mumbai, une structure. Vous avez l'espace. Il fallait faire une subdivision qui n'était pas égale. Il fallait le diviser en 6 parties, un atelier, un studio. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans les textiles. Il y avait un avocat qui voulait un cabinet. Et vous voyez toutes les structures aux alentours. Et en fait, ces structures devaient exister. À l'origine, il y avait un toit en A, un toit pointu. Nous n'avons pas pu le garder parce que ceci n'aurait pas été accepté par les voisins. Et la dynamique des environs avait changé également. On a regardé tout ceci, on a bien réfléchi et la décision était de prendre ce toit et de le renverser, de le mettre à l'intérieur. Plutôt que d'avoir l'eau qui allait couler sur les côtés de cette structure et qui serait une nuisance pour les voisins, on a renversé le toit pour que l'eau coule à l'intérieur. Et c'est de cette façon que nous avons fait cette subdivision. C'est extrêmement intéressant parce que malgré la taille, malgré la dimension, nous avons réussi à développer un type qui n'était pas influencé par la raison d'être de la structure. Chaque personne avait la même structure, le même type de structure. Ce n'était pas tellement à la fin une division, c'était un petit peu comme de prendre une baguette de pain. Comment est-ce que vous allez couper ce pain? Est-ce que vous allez le couper par rapport à l'appétit de la personne ou est-ce que vous allez le couper d'une manière égalitaire pour chaque personne? Et nous avons fait exactement la même chose avec ce projet. Vous voyez ici le projet, la structure telle qu'elle était auparavant, et vous avez également l'image de après, donc avant et après. Pour moi, ceci me parle de la cité elle-même. Vous voyez ici le toit et nous avons de l'autre côté de ce chemin de fer, nous avons notre parc zoologique et il y a énormément de chauves-souris. Ce sont des grandes chauves-souris et ce sont des chauves-souris géants qui participent à ce mouvement de flux et de reflux, qui volent, qui viennent, qui repartent. Et ce que nous avons fait dans ce projet, c'était de permettre à ce potentiel de continuer à exister. Nous n'avons pas empêché la vision vers le ciel, vers les cieux. Ceci a permis de garder cette partie de l'infrastructure, c'est-à-dire ces chauves-souris. Ces chauves-souris ont pu continuer. Si l'homme avait dû abandonner ce projet, et le jour où l'homme va abandonner ce projet, le projet vivra toujours parce qu'il y aura toujours les chauves-souris. Et vous voyez, c'est une compréhension compréhensive de toutes les forces vivantes qui font que cette structure existe et vit. Vous avez ici la documentation de la qualité de la lumière. Vous voyez la préparation de ces deux images. À gauche, vous avez l'image qui représente l'idée de la lumière comme étant du son. C'est un peu comme une flûte. Nous disons ici que le volume de l'air ici contient un certain volume de lumière qui, à son tour, contient un certain volume de son. Et lorsque vous traversez ces différents espaces, vous construisez une sorte de musique. Voilà ce que veut dire cette image. Alors, c'est assez rigolo pendant la mousson, parce que c'est vraiment une période extrêmement humide. Et donc, les personnes avec qui je travaille ont développé un système pour dessiner sur ces planches de contreplaqué. Et c'est intéressant parce que lorsque vous mettez votre
Votre scotch sur ces contreplaqués, lorsque je suis arrivée et que j'ai vu que tout le monde faisait leur dessin sur le contreplaqué, je disais, mais qui est-ce qui paye pour tout cela? C'est bien beau de faire cela, mais ça doit coûter. Je suis allée demander à une de ces personnes et il m'a dit, je savais que vous allez me poser une question sur le prix. Et il avait fait les calculs nécessaires et il m'a dit que non, ces contreplaqués, ces tôles de contreplaqué sont des morceaux de contreplaqué qui ont été rejetés. Et chaque fois que si vous faites vos dessins sur du papier, vous avez le problème du papier qui devient humide et qui est détruit avec l'humidité. Vous avez l'encre qui ne tient pas. Et donc, en fait, d'un point de vue économique, c'était tout à fait aussi économique de faire ces dessins sur le contreplaqué parce que le contreplaqué pouvait survivre à toutes les saisons, non pas uniquement les saisons de la mousson. C'est une façon extrêmement rapide de faire ces dessins et nous faisons aujourd'hui ce que nous appelons des maquettes à scotch, en fait, avec des maquettes faites avec du ruban adhésif sur le contreplaqué. C'est une façon qui est très facile à faire et très utile pour nous. Donc, c'est intéressant comme manière de travailler. Passons maintenant à un projet en Chine. Ce qui est intéressant pour moi, c'était cette idée de la peau. C'était un immeuble de 45 étages, 100 000, à peu près 100 000 mètres carrés. Et c'est intéressant parce que de temps à autre, dans les pays différents, dans les cultures différentes, en Australie, dans le désert, par exemple, les personnes souvent sont nues. Et il faut négocier ce qui se trouve à l'extérieur et à l'intérieur de ces différents paysages. Et c'est pour cette raison-là que cette image m'interpelle autant. Ce que nous avons fait, c'est que si je passe à cette diapositive suivante, l'entrée était, on entrait par une espèce de patio, un véranda, un loggia, et c'était l'entrée de cet immeuble. Alors, vous avez ici une coupe transversale. Malheureusement, je n'ai pas le plan en soi, mais vous voyez ici qu'à chaque étage, vous avez un espace de 9 à 10 mètres, mais vous accédez à l'immeuble toujours grâce à ces escaliers. Alors, on a pris un cadre qui était assez standard. On a mis la verrerie un petit peu en retrait. Et vous savez, en France, souvent, vous avez du travail en fer qui est absolument magnifique. C'est légèrement plus rudimentaire là où nous travaillons, mais c'est plus ou moins la même chose. Vous utilisez ce système de mesure et l'expression de ce qui se trouve à l'intérieur du cadre peut varier. Bien sûr, il faut que tout ceci soit étanche à l'eau parce que c'est dans une région de la Chine où il pleut beaucoup, mais on aurait pu avoir un espace des deux côtés pour mieux négocier cette pluie et la lumière et le soleil. Et si je reviens maintenant à cette image, ce qui arrive, c'est que la tour verticale est activée. C'est quelque chose qui est activé du bas vers le haut. Vous voyez ici, c'est un petit peu comme le jeu des échelles et des serpents. Lorsque vous montez les échelles, lorsque vous êtes mordu par un serpent, vous redescendez en bas. Et cet immeuble fonctionne exactement de la même manière. Il y a toutes sortes de différentes possibilités de vous déplacer dans cet immeuble.
Alors, très rapidement, pour terminer, ici, vous avez le puits, vous avez le garçon de 13 ans qui vient trouver l'eau, qui trouve l'endroit, et ensuite le puits est foré. C'est un projet où nous faisons le forage et nous prenons les matériaux que nous sortons et nous remplissons aux alentours. Et bien sûr, il faut le faire avant la mousson parce que sinon c'est trop difficile de travailler. Et ensuite, nous utilisons la mousson pour nous aider à compacter le sol. Alors, notre dernière réalisation est encore une structure en plein milieu des arbres. Et moi, je dis que ici, c'est une région qui est sujette aux inondations et c'est extrêmement... vous entendez même les arbres qui poussent. Tout est extrêmement fertile et les personnes disent qu'ils entendent les arbres pousser, les feuilles pousser, venir vers eux. Et en fait, pendant la saison de la mousson, si je me retire dans les arbres me fournissent une forme de protection. Et c'est pour cette raison-là que nous avons construit cette maison d'une manière retirée dans les arbres. Vous avez ici les images de cette réalisation et en fait, cette maison est poreuse. Il n'y a pas de verre et l'idée de cette air atmosphérique qui se trouve, qui est exactement la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, la même chose pour le son de la pluie qui est la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais en même temps, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas protégé par... Vous n'essayez pas de garder des choses à l'extérieur, vous avez le choix de faire votre propre protection à l'intérieur de cette maison. Voilà exactement ce que je disais. Vous avez ici la partie surélevée et vous avez le creux. Nous n'avons travaillé que dans ces deux endroits. Ceci fournit, à droite, avec le creux, fournit l'élévation à gauche et vice-versa. Alors, voilà. J'avais une vidéo magnifique, mais qui ne marche pas. Donc, faites marcher votre imagination. Une fois que la maison a été terminée, chaque fois que je rentrais dans cette maison, il y avait quelque chose qui clochait. Et mon client était quelqu'un d'absolument merveilleux, une personne merveilleuse en fait, et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai dit, oui, on avait un arbre magnifique dans notre atelier et on ne voulait pas voir disparaître cet arbre de notre atelier. Et alors, la propriétaire de la maison a été dans le sud de l'Inde et puis elle m'a appelé en disant, est-ce que je peux vous envoyer un rocher que j'ai trouvé, un roc que j'ai trouvé. Je dis oui, bien sûr. Et ensuite, j'ai reçu un coup de téléphone des transporteurs qui ont dit, mais attendez, c'est pas juste une petite pierre, c'est vraiment un rocher qui pèse 5 tonnes. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est la dichotomie ici. Vous avez le paysage dans sa totalité qui est représenté dans ce rocher. L'eau est comprimée dans ce rocher. Normalement, la pierre ne peut pas comprimer l'eau, mais j'aime bien avoir cette pierre, ce rocher en plein milieu de la maison, parce que pour moi, cela stabilise la maison. La maison pourra disparaître demain, mais le rocher sera toujours là. Ce qui nous fait penser qu'il y aurait un jour une autre génération qui va s'approprier cet espace, qui pourrait repartir, qui pourrait travailler à partir de ce rocher. Alors ici, nous avons une combinaison de l'architecture, des observations, des cités. C'est très difficile en Inde
de faire des de comprendre ce que nous faisons. Donc, nous essayons de documenter nos projets. Voici quelques images de cette documentation. Voici une installation que nous avons réalisée dans une galerie. Nous continuons à travailler sur cette réalisation qui traite de la démolition. Moi, je compare ceci à la destruction des cellules de notre corps. La même chose se produit dans l'espace. Ceci nous ramène à ce va-et-vient, à ce flux et reflux. On a toujours besoin d'une partie de démolition avant de pouvoir voir renaître quelque chose. Alors ici, énigme. Combien de briques pouvez-vous transporter sur une bicyclette? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé à construire une pyramide. Vous avez les deux plans, X, Y. Et ça veut dire que nous avons le potentiel de retourner en arrière et de refaire des pyramides. On l'avait fait autrefois, mais on a été séparés par le temporel. Mais voilà, la question est de savoir, est-ce que ce sont des briques qui ont été enlevées ou est-ce que ce sont des briques qui ont été emmenées à cette construction? Ce sont des questions qui viennent, qui reviennent, qui sont posées tout au long de ce projet. Encore une fois, c'est un va-et-vient, c'est toujours un problème de choix de comment nous visualisions les choses. Ici, vous avez des dessins sur pierre, sur des tablettes. C'était juste une idée parce qu'on avait des personnes qui pouvaient travailler la pierre, des tailleurs de pierre qui étaient très rapides et il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient en train d'être démolis. Ici, vous avez un temple, vous avez cette infrastructure, une partie d'infrastructure avec cette coupole orange. Et lorsque l'asphalte a été coulé, il fallait une sorte de protection et ils ont mis ces blocs pour empêcher l'asphalte de couler. Donc, encore une fois, vous avez cette idée de la rencontre entre le temps universel de Greenwich et les phases lunaires. Il n'y a pas un bon et un mauvais, il n'y a pas quelque chose qui est correct et l'autre qui est incorrect. C'est vraiment le mariage des deux. Et ici, vous avez une tour qui a été construite par du goudron, le même goudron qui est coulé sur les routes. Et il a fallu une température extrêmement élevée. Il fallait la température nécessaire pour faire fondre le goudron. Donc, on a décidé qu'il était possible de réutiliser ces objets en goudron. Et vous avez ici des différentes infrastructures, des constructions qui montrent cette réutilisation des matériaux qui ont déjà été utilisés. Alors ici, vous avez encore une maison. Encore une fois, vous avez l'intérieur qui est exposé à l'extérieur. Ici, vous avez des pierres tombales. Donc, on a fait des différents plans transversaux. Encore une fois, le X, le Y. On a la possibilité de faire une extrusion pour reconstruire. Et toute cette exposition est une documentation en temps réel de choses qui ont existé de par le passé, continuent à exister ou auraient pu exister. Et vous avez les 5 sens qui sont nécessaires pour comprendre l'ouïe, le toucher, la vision, l'odorat et ainsi de suite. Et à ce moment-là, nous pouvons reconstruire une ville à l'intérieur d'une galerie.
Voilà, quelque chose sur lequel j'aimerais travailler ou que je commence à travailler, c'est la démolition, l'utiliser comme une sorte de technique de construction, de la hauteur, la largeur, la longueur, comme un système de construction. C'est un espace fermé dans lequel on entre et on utilise ces systèmes. Ce sont des personnes, vous voyez, c'est coupé sur les 3 côtés, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ils coupent le ciment sur les 3 côtés, il reste là, donc planté un peu et lentement. Et à un moment donné, ils sautent en dehors de cette espèce de plaque et la plaque s'effondre, s'enfonce. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. L'idée d'utiliser cette possibilité, la soustraction en tant que moyen de construction. Voilà, j'ai posé cette question lorsque je vois ces images. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ces trous avec des briques qui deviennent des arches? Je me suis dit, bon, mais que va-t-il se passer si l'on ne permet pas à une brique de devenir une arche, une sorte d'arc? Mais voyez, regardez ce qui se passe. Ça reste quand même des arches. On les casse. Regardez. Voilà une autre vidéo. Très jolie, mais ça sera pour la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup.